Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 15e épisode de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Plongeons une dernière fois dans la période moderne avant de nous concentrer prochainement sur le XXe siècle, au cours duquel se sont jouées la plupart des avancées les plus considérables en matière de handicap. Pour l'heure, les XVIIIe et XIXe siècles ont quelques aspects à nous révéler encore. Dans la droite ligne du dernier opus, il va être question de marine et d'institutions. Au XVIIe siècle, en effet, comme on a pu le voir précédemment, les guerres aussi bien terrestres que navales ont produit une quantité de travailleurs handis qu'il a bien fallu gérer administrativement. Qu'en est-il cependant pour les loups de mer et les flibustiers qui vivaient dans l'illégalité la plus totale ? Le mythe du pirate à la jambe de bois, ou borgne avec un bandeau ou un œil en verre, repose sur des réalités. Il résulte des conditions de vie à bord des navires sous l'Ancien Régime. Qu'il soit de commerce ou de guerre, légal ou illégal, le bâtiment de mer est très dangereux. Sa structure, pont, escalier, cordage, les manœuvres à effectuer pour affronter les vents ou les adversaires, la rudesse du travail sur le pont ou dans les cales, fatigue et promiscuité, tous ces facteurs sont source de graves accidents. La vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dilate la rate quand on est pirate, oui, on rit dans la piraterie. Oh, on rit dans la piraterie. Sans parler des bagarres et des abordages, ou encore des châtiments corporels. Et les pirates ne disposaient bien évidemment pas de mutuelle, ni de soins médicaux en pleine mer. Pour mettre fin aux souffrances d'un blessé, pas bien le choix, faut couper. C'est pas parce que je suis entier que je me sens pas diminué de temps en temps. Diminué? On parle de diminuer? Les handicaps sont d'ailleurs souvent associés au surnom des marins ou des pirates. Pirate! Ainsi, le capitaine normand François Leclerc est surnommé Jambe de bois, le premier du nom. Il sillonne la mer des Caraïbes et les Antilles au milieu du XVIe siècle, mettant à feu et à sang Puerto Rico, puis Santiago de Cuba. Voilà pour ce qui se passe en mer. Mais dans nos villes, les intellectuels du XVIIIe siècle montrent un intérêt certain pour la question de l'éducabilité des personnes handies, et notamment des personnes porteuses de handicap sensoriel. En 1784, peu après la fondation de l'école pour sourds de l'abbé de l'Épée, dont nous avons déjà parlé à l'épisode 7, Valentin Hoy fonde l'Institut royal des jeunes aveugles. C'est dans le cadre de cette structure qu'au XIXe siècle est inventé le braille par, je vous le donne en mille, Louis Braille. Jusque-là, l'apprentissage de la lecture se faisait avec des lettres romaines agrandies et gaufrées sur du papier. En effet, la littérature scientifique des XVIe et XVIIe siècles faisait déjà état d'un intérêt pour l'accès au travail et à l'apprentissage des jeunes aveugles. Ce fut le cas par exemple dans les textes de Jean-Louis Vives et de Jérôme Cardan. Le développement d'un matériel tactile est quant à lui proposé par le moine Francesco Lana de Terdi. Rappelons néanmoins que, dans la majorité des cas, ces enfants handis, volontiers considérés comme porteurs de conséquences du péché, étaient enfermés et cachés. Ceci dit, il faut mentionner l'existence de l'hospice des 15-20. Selon une légende du XVIe siècle, il aurait été fondé par Louis IX au XIIIe siècle pour porter secours aux 300 chevaliers qui avaient eu les yeux crevés par les Sarrasins. Messire! Un sarrasin! Messire! Avant d'être relâchés. 15 x 20 égale 300, d'où le nom de cette institution. Depuis, les 15-20 est une maison d'accueil pour les aveugles. En échange de dons, les pensionnaires avaient pour mission de prier pour le salut de l'âme de leur généreux bienfaiteur. Mais revenons à la fin du XVIIIe siècle. L'ouverture d'écoles spécialisées se répand jusqu'à atteindre le chiffre de 11 écoles pour aveugles en France à la fin du XIXe siècle, dont 10 en province. Toutes sont administrées par des congrégations catholiques, comme par exemple à Marseille en 1857, sous la direction de l'abbé Dassy et des Sœurs de Marie Immaculée. Cet établissement est devenu l'Institut Arc-en-Ciel, qui de nos jours s'appelle l'IRSAM, Institut régional des sourds et aveugles de Marseille. On y travaille à acquérir les savoirs de base, mais aussi à se former à des métiers adaptés.
Ces structures, qui regroupent les pensionnaires par type de handicap, soulèvent des interrogations philosophiques et sociétales qu'on ne va faire qu'effleurer ici. En gros, est-ce un mal ou un bien ? Si d'un côté, cette organisation permet de mettre au point des apprentissages spécifiques, d'un autre côté se pose la question de l'inclusion et les risques de ségrégation. Du côté des sourds, déjà au 8e siècle, Bède élabore des travaux de communication gestuelle décrits dans De loquela per gestum digitorum. Au XVIIIe siècle, les Lumières se penchent sur l'éducabilité des sourds et des aveugles. Pensons par exemple aux lettres Sur les sourds et Sur les aveugles de Denis Diderot. On rompt enfin avec le précepte d'Aristote voulant que la parole seule compte. Mais comment codifier la communication entre les sourds et aussi avec les entendants ? Deux courants vont s'affronter, le gestualisme et l'oralisme. La méthode gestuelle de l'abbé de l'Épée est exposée dans un manuel en 1784. Il entend fournir aux élèves un moyen de saisir par leurs yeux ce qu'ils ne peuvent entendre par leurs oreilles. En France, l'Institut national des sourds ouvre en 1794, dirigé par l'abbé Sicard, successeur de l'abbé de l'Épée. En Allemagne, c'est la méthode oraliste qui est privilégiée, car on considère que seule la parole permettait le vrai accès à la sociabilité. La méthode consistait donc à tenter de faire former des sons aux élèves sourds avec leur bouche, en associant par exemple chaque voyelle à une image ou à un goût. Malheureusement, le 19e siècle amène de terribles régressions. On revient à l'image négative des sourds signants comparés à des singes savants. L'idéologie hygiéniste et des théories comme celle de la dégénérescence, sous l'influence par exemple du psychiatre Bénédicte Morel, amènent à ne voir la surdité que comme un écart par rapport à la norme, un écart qu'il faut à tout prix effacer. Pour cela, la méthode oraliste prétend mettre tout le monde à la même enseigne et le Congrès de Milan réaffirme la supériorité de la parole. Les tenants de cette théorie pensent du reste, comme Jean-Marc Gaspard Itard, que, médicalement parlant, l'absence de parole pourrait développer de graves maladies pulmonaires. À tout cela s'ajoute un argument politique. Dans le très nationaliste 19e siècle, la langue nationale fait quasiment objet de dévotion. Hors de question, dès lors, qu'une langue des signes échappe à ce cadre. Certains pédagogues allaient alors jusqu'à lier les mains des enfants sourds pour leur apprendre à articuler les sons, et les professeurs sourds n'ont plus le droit d'enseigner. Ironiquement, en parallèle, le 19e siècle est la grande époque de l'éducation pour tous, avec la Troisième République, les lois de Jules Ferry, etc. Ceci dit, les sourds organisent leur défense, par exemple via des journaux comme la Défense des sourds-muets en 1884, l'Écho de la Société d'appui fraternel en 1889, la Gazette des sourds-muets en 1890, etc. Au XXe siècle, on finit par pointer les dégâts des méthodes oralistes. Les psychologues Alfred Binet et Théodore Simon, connus par ailleurs pour être à l'origine des premiers tests d'intelligence, déclarent « La méthode orale pure nous paraît appartenir à une pédagogie de luxe, qui produit des effets moraux plutôt que des effets utiles et tangibles. Elle ne sert point au placement des sourds-muets. Elle ne leur permet pas d'entrer en relation d'idées avec des étrangers. Elle ne leur permet même pas une conversation suivie avec leurs proches. Je profite de cette citation pour souligner que l'expression « sourd-muet » est dépassée de nos jours. C'est ringard! C'est ringard! Les concernés insistent pour être qualifiés simplement de sourds. En effet, si le mutisme est une conséquence, les cordes vocales ne sont pas touchées. L'oralisme fait également l'objet de critiques, en cela que beaucoup de personnes sourdes estiment que ne pas leur enseigner la langue des signes, c'est les couper de toute une culture, toute une identité, toute une communauté très active. Sans compter la hiérarchie implicite que cela tente à instaurer, comme si les personnes handies devaient faire comme les valides. Ainsi donc, le XVIIIe siècle présente un foisonnement de tentatives éducatives. Quelques points noirs sont à signaler, et l'un d'eux se trouve chez Jean-Jacques Rousseau. Alors, soyons clairs, les apports de Rousseau à la musique,
aux arts, à la philosophie politique et aux principes de l'éducation moderne sont indéniables. Toutefois, on ne peut pas passer à côté de propos salement validistes, à la limite de l'eugénisme, qu'il a commis dans son traité d'éducation, l'Émile. C'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. Dès les premières lignes, l'auteur file la métaphore de la déformation. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Il mutile son chien, son cheval, son esclave. Il bouleverse tout, il défigure tout. Il aime la difformité, les monstres. Une telle pensée rejoint la grande marotte de Rousseau, à savoir la dégradation de la nature par la main de l'homme en société, qui croit faire ce qui est bon, mais va contre son propre bien, c'est-à-dire son essence naturelle. Il s'agit donc, dans l'Émile, de retrouver une éducation conforme à cette essence naturelle, tout en permettant l'insertion nécessaire de l'individu dans la société. Mais cette éducation n'est pas pour tout le monde. Ce traité fait d'avance suppose un accouchement heureux, un enfant bien formé, vigoureux et sain. Un père n'a point le choix et ne doit point avoir de préférence dans la famille que Dieu lui donne. Tous ses enfants sont également ses enfants. Il leur doit à tous le même soin et la même tendresse, qu'ils soient estropiés ou non, qu'ils soient languissants ou robustes. Chacun d'eux est un dépôt dont il doit compte à la main dont il le tient. Et le mariage est un contrat fait avec la nature aussi bien qu'entre les conjoints. Mais quiconque s'impose un devoir que la nature ne lui a point imposé doit s'assurer auparavant des moyens de le remplir. Autrement, il se rend comptable même de ce qu'il n'aura pu faire. Rousseau est ici paradoxal, comme souvent dans l'Émile. Il précise qu'un père de famille doit s'occuper pareillement de tous ses enfants, et pourtant, il s'étend sur l'inutilité d'élever des enfants fragiles. Celui qui se charge d'un élève infirme et valétudinaire change sa fonction de gouverneur en celle de garde-malade. Il perd à soigner une vie inutile le temps qu'il destinait à en augmenter le prix. Je ne me chargerai pas d'un enfant maladif et cacochime, dût-il vivre 80 ans. Je ne veux point d'un élève toujours inutile à lui-même et aux autres, qui s'occupe uniquement à se conserver et dont le corps nuise à l'éducation de l'âme. Le traité écarte donc purement et simplement la question du handicap, tout comme d'ailleurs il ne se préoccupe pas non plus vraiment des pauvres ou encore des femmes. Cette série d'éliminations ne peut que jeter un doute sur les préconisations de l'auteur. Son programme est-il si universel que cela ? Que fait-on des enfants malades ? Et voilà pour la petite fessée à Rousseau. Mais bon, c'est pas si méchant que ça, quand on sait, à la lecture de ses confessions, que recevoir la fessée n'était pas pour lui déplaire. Quelques mots encore à propos de l'évolution des structures de soins. L'incendie qui embrase les locaux de l'Hôtel-Dieu en 1772 déclenche une prise de conscience de l'état déplorable de l'hygiène hospitalière. L'organisation cherche alors à y répondre par l'installation de bains, de cabinets d'aisance, de buanderies, d'étuves à désinfection. Les hôpitaux deviennent aussi des centres d'enseignement clinique, où s'élabore une nouvelle méthode scientifique, l'anatomoclinique, fondée sur la confrontation entre les observations cliniques relevées au lit des malades et les données anatomiques recueillies par exemple sur des cadavres. La médicalisation, qui se met en place à la fin du XVIIIe siècle, engendre des conflits avec le personnel religieux, mais va progressivement faire apparaître l'établissement de soins que nous connaissons aujourd'hui. Le XIXe siècle est aussi marqué par le retour à l'étude du corps humain. Les médecins osent enfin toucher les corps des malades. À Paris, la réforme hospitalière, engagée en 1801, amorce la spécialisation des structures et différents secteurs de l'hôpital par pathologie. Puis, la découverte, dans les années 1860, de la transmission des germes révolutionne la conception hospitalière. Les travaux de Louis Pasteur démontrent la nécessité de combattre la contagion en séparant les malades et en stérilisant les outils médicaux. Chaque maladie a désormais son pavillon. L'éclatement de la composition architecturale en pavillon facilite l'intégration de l'hôpital dans son environnement citadin, conçu comme un quartier, voire une petite cité avec son jardin. La nationalisation des hôpitaux a été consacrée par un décret du 11 juillet 1794.
Mais malgré les grands principes développés par les constitutions de 1791 et de 1793, l'État ne peut pas faire face aux dépenses hospitalières. Dépassé par les très nombreux aspects de la nationalisation qui n'avaient pas été suffisamment anticipés, les pouvoirs publics confient la gestion des hôpitaux aux municipalités par la loi du 7 octobre 1796 qui dispose que les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils dans leur arrondissement. Jusqu'en 1914, ces hôpitaux vivent des produits de leur dotation et de taxes, comme par exemple la taxe sur les spectacles à Paris. Telle est l'origine historique d'une tutelle très étroite entre l'hôpital et les communes, dont les retentissements sont aujourd'hui encore vivaces. En théorie, le maire n'est plus président du conseil d'administration de l'hôpital depuis la loi HPST du 21 juillet 2009. Mais en pratique, il reste le président du conseil de surveillance qui administre l'hôpital public. Dans le prochain épisode, qui initiera notre parcours à travers le XXe siècle, on s'attachera à explorer en quoi les horreurs de la Première Guerre mondiale ont débouché sur les premières grandes luttes sociales des personnes handies. C'est aussi dans les sanatoriums que se sont formalisées des réflexions essentielles au progrès des droits des gens handicapés. Sans oublier l'influence de personnalités comme la célèbre Hélène Keller, sourde et aveugle, une des icônes du combat pour améliorer les conditions de vie de ses camarades d'invalidité. Je vous remercie pour votre attention. Vos commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à liker et partager cette série. Portez-vous bien. Ciao!